Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Nous ouvrons avec la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter s'est défendu de toute américanisation du conflit en Syrie. Il a annoncé l'envoi de troupes au sol supplémentaires destinées au combat contre les militants de l'État islamique. Il souhaite que les soldats américains entraînent et assistent les combattants locaux dans la lutte contre le terrorisme islamiste. De son côté, le directeur du FMI, James Comey, a déclaré devant le comité judiciaire du Sénat que ses enquêteurs cherchaient à savoir si oui ou non l'État islamique se cache derrière le mariage des auteurs de l'attaque de San Bernardino. Après les attentats de Paris et la fusillade mortelle de San Bernardino en Californie, les responsables gouvernementaux de Washington DC se sont mis d'accord sur le fait que l'État islamique devait être combattu sur le sol américain sous peine de voir se répandre la terreur dans le pays. Dès qu'une organisation terroriste trouve refuge aux États-Unis pour y fomenter les attentats, alors ils sont un danger pour notre pays. Nous luttons contre ces groupes depuis le 11 septembre et nous ferons de même avec l'État islamique. Les hauts gradés de l'armée des États-Unis affirment qu'ils veulent combattre le groupe terroriste de manière plus agressive. Ils en ont référé au président Obama et il semble que toutes leurs demandes ont été acceptées. L'un d'entre eux veut s'en prendre à la principale source de financement de l'État islamique, le pétrole. Un autre veut plus de troupes américaines et locales pour diriger les frappes. Le vice-président des chefs d'état-major déclare que 40% des avions américains décollant avec des bombes reviennent sans les avoir lancées. Nous avons entraîné des Syriens membres des nouvelles forces syriennes ainsi que des Irakiens pour nous fournir avec la plus grande précision la localisation des cibles lorsque cela est nécessaire. Les soldats américains examineront et évalueront par la suite ces fameuses cibles. La capitale de l'État islamique en Syrie, Raqqa, sera la cible principale de plus de 200 soldats américains supplémentaires dans la région. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons recommandé en toute autorité d'envoyer des forces spéciales en Syrie pour tisser un réseau de renseignement. Ainsi nous saurons quelles forces sont disponibles pour mettre la pression sur Raqqa. D'autre part, le FBI déclare qu'il entrevoit l'inspiration de l'État islamique dans le massacre de San Bernardino. Son directeur a affirmé devant un comité du Sénat que le couple avait été radicalisé plus de 2 ans avant de passer à l'action. Cela signifie que le gouvernement américain n'a pas su déceler la dangerosité de Tafshin Malik lorsqu'elle est venue aux États-Unis se marier avec Syed Farouk, muni d'un visa financier. Do you agree with me that if it was arranged by a terrorist operative of organization, that is a game changer? Ce serait en effet une information de première importance. Nous travaillons sur cette question pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. À Paris, les négociations autour d'un accord pour lutter contre le changement climatique mondial sont à une phase critique. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a présenté un nouveau projet au délégué pour que ce dernier soit utilisé comme la base d'un accord final vendredi. Une semaine et demie de discussions ont produit une version allégée mais encore floue d'un accord. Les négociateurs de 195 pays sont principalement divisés sur l'importance à donner à la réduction de la hausse des températures mondiales. Plus de 100 pays en développement soutiennent l'objectif de 1,5 degré après 2020, tandis que les plus gros pollueurs préfèrent 2 degrés, ce qui leur permettrait de brûler davantage de carburants fossiles. Et les opinions diffèrent sur la manière de payer pour cela. Malgré les divisions, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pense qu'il y a beaucoup de progrès réalisés. Il attend avec impatience l'accord final vendredi. D'abord, il est plus court. Il comporte 29 pages au lieu de 43, en incluant le projet d'accord et celui de la décision de la COP. Les analystes disent qu'une version plus courte d'un projet d'accord est un signe que les divergences diminuent. L'envoyé spécial de la Chine sur le changement climatique, She Zhenhua, est d'accord avec cela, mais souligne que ce n'est pas si simple. Il y a 3 problèmes au niveau ministériel qui doivent être résolus. Il y a la divergence, le capital et la force de travail. La solution à ces problèmes dépend du degré d'engagement de tous les pays. Xie ajoute que la délégation chinoise étudie le texte et qu'elle est déterminée à avoir un accord complet et équilibré qui bénéficie à tous.
Nous évaluerons le projet avec les pays du Basique sur la base d'une analyse et ensuite consulterons le G77 ainsi que les pays développés. Ce soir, nous aurons davantage de communication avec les principaux pays développés entre le Sud et le Nord. Nous nous efforçons de contribuer au succès de la conférence. Les négociateurs doivent arriver avec un nouveau projet d'ici jeudi après-midi et avec le temps qui passe, la pression est forte. Et justement, la plupart des pourparlers tournent autour de la limitation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction de la dépendance au pétrole. Les géants du gaz et du pétrole doivent maintenant explorer des parties du monde les plus hostiles et creuser encore plus profond pour puiser ces énergies. Dans la ville de Dead Horse en Alaska, pour assurer l'approvisionnement en gaz et en pétrole, des équipes travaillent 3 semaines d'affilée avant de se reposer pendant 3 semaines. Cette partie nord-est de l'Alaska est parsemée de puits de pétrole. Elle est aussi sillonnée de routes couvertes de glace et par un oléoduc. Bien au nord du cercle polaire arctique, à proximité de la ville de Dead Horse, on peut voir le point de départ d'un des plus longs oléoducs de la planète, l'oléoduc Trans-Alaska. Au fil des ans, plusieurs milliers d'ouvriers sont arrivés ici avec la même question en tête. Comment vais-je pouvoir survivre? Comment pourrais-je me réchauffer? À Cleveland, dans l'Ohio, là où j'ai grandi, il y a de la neige bien sûr, mais rien de semblable. Et le fait que l'ensemble du gros travail doit être fait l'hiver ne rassure pas. Ici, il n'y a pas de route goudronnée, les employés conduisent sur la glace recouverte de terre et sur l'océan arctique gelé. En été, ces tours de forage sont tout simplement trop lourdes pour fonctionner sur les sols décongelés. D'accord, on appelle ça un baby gong-gong. Un véhicule colossal utilisé pour transformer l'eau en une couche de glace si épaisse qu'elle est capable de supporter les véhicules les plus lourds. Sur l'océan, même si la route ne fait que 800 mètres, elle doit être épaisse de 25 pieds car une tour de forage pesant 907 tonnes doit pouvoir être déplacée sur cette glace. L'oléoduc pouvait acheminer quotidiennement plus de 2 millions de barils d'or noir. Aujourd'hui, ce chiffre a été réduit à 500 000, mais le secteur pétrolier compte bien l'alimenter à nouveau, et cela pour les années à venir. Une volonté qui s'oppose à celle des États-Unis et d'autres nations de réduire de façon significative leur dépendance aux énergies fossiles. Je pense que les raisons pour lesquelles l'investissement, l'exploration et la recherche se poursuivent ici sans prendre en considération les coûts, c'est qu'ici il existe un potentiel énorme. Selon l'Association du pétrole et du gaz, il y aurait 50 milliards de barils de pétrole dans le versant nord de l'Alaska. On parle également ici de gisements offshore. Si cela se révélait exact, des ouvriers comme Rusty Watson continueront d'extraire cette énergie dans un environnement hostile au péril de leur vie. Lorsqu'on demande aux quelques milliers de manœuvres et d'ouvriers du secteur pétrolier la raison qui les a poussés à venir travailler dans ce milieu glacé bien au nord du cercle polaire arctique, la réponse est toujours l'argent. C'est la raison qui pousse la plupart des gens à venir ici, sur le versant nord, pour l'argent. On ne reste pas ici en souffrant, en ayant froid parce qu'on aime ça. En hiver, les journées se déroulent dans l'obscurité, vent violent et tempêtes de neige dangereuses. Même si un emploi du premier échelon est rémunéré jusqu'à 28 $ de l'heure, ces gens ne les ont pas volés. Par ici, il n'y a aucune montagne, c'est la toundra. Lorsque ça souffle, on ne peut pas voir devant soi à moins de savoir où on est. À partir du moment où on passe la porte, on ne peut même pas voir sa propre main placée devant son visage. Ici, le changement climatique n'a pas la même résonance qu'ailleurs et signifie que l'Arctique s'ouvre peu à peu à l'exploration et à l'extraction du pétrole et du gaz. Alors que la planète tente de réfréner sa consommation d'énergie fossile, les analystes affirment que tant que le monde dépendra du pétrole, ces personnes auront du travail. Réduire la consommation d'énergie, c'est l'un des objectifs de la conférence climatique de Paris. À quelques dizaines de kilomètres du lieu de la conférence, un bâtiment relève le défi écologique à une utilisation intelligente de l'énergie. Mettre fin au changement climatique. Un bâtiment écologique dans la banlieue de Paris nous montre comment économiser l'énergie grâce à une répartition plus intelligente de cette dernière. En 2008, la consommation annuelle en électricité du bâtiment par mètre carré était de 320 kWh. 6 ans plus tard, en 2014,
Ce nombre a diminué de 3/4 et il a suffi pour cela d'utiliser l'énergie de façon plus efficace. Ici, nous pouvons voir la consommation énergétique mensuelle ainsi que celle de chaque étage. Il y a également des détails concernant l'utilisation pour chaque zone. La consommation actuelle d'énergie peut être comparée avec les prévisions météorologiques et les prévisions d'utilisation de l'énergie. Grâce à ces repères, nous pouvons relever les différences et continuer d'optimiser le système. La logique est donc d'économiser l'énergie qui autrement risquerait d'être gaspillée. Cela concerne l'éclairage, l'air conditionné et même la stabilité du voltage. Chaque famille peut gérer et optimiser sa propre consommation d'énergie. Toutes les lumières peuvent être contrôlées à distance. Il y a des capteurs dans la pièce qui servent à surveiller la qualité de l'air, l'indice PM2,5, la température et l'humidité. Une solution judicieuse mais pas encore populaire. Et la raison est simple, le coût. Certains experts demandent donc plus de soutien à ces initiatives. Les entrepreneurs privés ne peuvent pas y arriver tout seuls, ils ont besoin que les gouvernements édictent des normes et définissent des règles. Ils ont également besoin d'un système financier qui soit capable d'acheminer l'argent différemment. Il est vrai que les bâtiments écologiques coûtent un peu plus cher, mais ils deviennent rentables beaucoup plus rapidement. Alors que l'attention internationale est concentrée sur la question du changement climatique, de nouvelles solutions émergent. Les réponses à ce défi sont différentes en fonction des personnes. Et l'objectif est de trouver le bon équilibre. En Chine, les gratte-ciel ont le vent en poupe, mais ce type d'immeuble est aussi tristement connu pour sa forte consommation énergétique et des coûts de construction élevés. C'est pourquoi architectes et gouvernements tentent continuellement de les rendre plus respectueux de l'environnement. Reportage dans le quartier d'affaires de la capitale chinoise où des gratte-ciel deviennent écologiques. Le quartier d'affaires de Beijing est l'endroit le plus peuplé de la capitale chinoise. C'est également ici qu'on note la plus forte densité de gratte-ciel. Des gratte-ciel toujours plus hauts mais aussi plus respectueux de l'environnement. Un jour de smog comme les Pékinois y sont habitués. Aujourd'hui, on compte 12 bâtiments écologiques dans ce quartier de Beijing, mais au cours des 5 prochaines années, ils seront 12 de plus. Parmi eux, le nouveau campus de l'université de Tsinghua et derrière moi, le futur plus haut gratte-ciel de Beijing. L'université de Tsinghua érige son nouveau campus en plein cœur du quartier des affaires de Beijing. Chen Mingyang, chef de projet du nouveau gratte-ciel de Tsinghua, nous guide dans la construction verte. Pour le mur rideau, nous utilisons du marbre et du verre dans le but d'améliorer la préservation thermique. À l'intérieur, nous avons installé un réservoir collecteur d'eau de pluie ainsi qu'un système de recyclage de l'eau pour réduire la consommation. C'est l'idée de la ville éponge. De plus, nous avons séparé le bâtiment en différents segments en fonction de leurs besoins en climatisation. À la question des coûts permettant la création d'un tel immeuble écologique, Chen Mingyang affirme que ce point n'a pas été un problème. En quelque sorte, la construction et le fonctionnement d'un immeuble vert sont meilleurs marchés. Par exemple, pour un bâtiment d'une hauteur de 230 mètres, on n'a besoin que de 10 000 tonnes d'acier. Et cela peut représenter une économie d'environ 20% des coûts énergétiques comparés au gratte-ciel traditionnel. Après cette visite dans le quartier des affaires, direction la banlieue de la capitale. Ici se trouve la résidence Yuanbo. Ce lieu écologique a été construit sur la base de faibles émissions en dioxyde de carbone et sur un fonctionnement respectueux de l'environnement. Yuan lève cette résidence et pour ce travail, on lui a décerné un prix. D'après lui, un système complet est la condition pour pouvoir se dire vraiment vert. Cette résidence, conçue comme un élément d'un écosystème plus large, répond à 5 critères. Simuler un petit écosystème, une faible consommation énergétique, le recyclage des énergies, le recyclage de l'eau et des matériaux de construction écologiques. Nous avons conçu plusieurs couloirs éoliens destinés à soulager l'effet d'îlots thermiques urbains tout en améliorant la qualité de l'air. Sur le toit, nous avons recours à des systèmes de chauffage et de réfrigération solaire pour contrôler les températures du bâtiment. Cependant, l'apparition rapide de gratte-ciel écologiques à Beijing ne reflète pas la situation du pays dans son ensemble. Dans la région, le développement du bâtiment vert n'est pas uniforme. La prise de conscience de la population autour de constructions écologiques est plutôt faible. Le concept, les compétences et la technique dans la conception architecturale chinoise pour les bâtiments verts sont également à la traîne. En dépit des difficultés, la ministre se montre optimiste.
Il existe une large marge de manœuvre pour le développement. À l'heure actuelle, les bâtiments écologiques représentent 20% du marché immobilier. L'objectif à 5 ans est d'atteindre 50%. Mais j'estime qu'après 2020, les bâtiments écologiques deviendront une condition essentielle à tout nouveau projet de construction. On ne peut que souhaiter que ce vœu se réalise au plus vite, ainsi que l'apparition d'un ciel plus bleu. La toute première usine de traitement des eaux usées chinoises a été construite à Shanghai en 1927. À la fin de l'année 2014, on comptait plus de 5000 usines sur le territoire chinois. La protection de l'environnement est désormais l'une des priorités du plan de développement du pays. Reportage dans une usine de traitement des eaux usées de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Voici les eaux usées émises par un peu moins d'1 million de foyers à Chongqing. Et voici la même eau après divers traitements biologiques, dont l'utilisation de micro-organismes destinés à éliminer les matières organiques. L'eau sera ensuite rejetée dans le fleuve Yangtze, le plus long cours d'eau de Chine. Le directeur de l'usine confirme que les techniques de traitement se sont beaucoup améliorées avec les années. Auparavant, nous transportions des tonnes d'eau usée dans des sites d'enfouissement et les coûts étaient très élevés. Ensuite, nous avons utilisé la technique de digestion des eaux et des technologies d'assèchement. Les eaux sales sont transformées en une ressource que l'on peut utiliser dans des cimenteries et on en tire des bénéfices financiers. L'usine sino-française de traitement des eaux de Tangjiaotuo est l'une des nombreuses usines que l'on peut trouver le long du fleuve Yangtze. Les gens qui vivent en aval dépendent de l'eau de la rivière, ils la boivent et s'en servent pour cuisiner. L'usine traite chaque jour plus de 400 000 tonnes d'eau. En plus du traitement des eaux usées, nous traitons également les déchets solides tels que les rebuts d'incinération et les déchets urbains en général. Nous fournissons de gros efforts pour garantir la propreté des sols. La région de Chongqing appartient à la zone du réservoir du barrage des Trois Gorges. Nous faisons de plus en plus attention à la protection de l'environnement. Les experts affirment que la protection de l'écosystème aquatique n'est qu'une toute petite partie du plan de protection environnementale de la Chine. Dans le projet récemment publié du 13e plan quinquennal, l'accent a été mis sur l'utilisation des énergies propres, des transports plus écologiques et le contrôle des émissions de carbone pour les industries lourdes. Le pays compte presque 5000 usines de traitement des eaux usées. 90% d'entre elles sont utilisées tous les jours et nous devons nous assurer qu'elles fonctionnent efficacement. Pour ce faire, nous devons renforcer la direction de toutes ces usines et celles qui se trouvent en zone rurale doivent être mises à jour tout en faisant attention à la pollution venant du bétail et des producteurs volaillers. Depuis quelques années, les efforts produits par la Chine ont payé. En 2014, la consommation énergétique et les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB n'étaient plus que le tiers de ce qu'elles étaient en 2005. La protection de l'environnement est une mission qui est toujours en cours. Garder un environnement propre est une tâche qui ne bénéficiera pas seulement à notre génération, mais aussi aux générations futures. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Passons tout de suite au monde de l'économie, présenté par Jonathan. Mesdames, Messieurs, bonjour. On commence tout de suite avec les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3617 points, en baisse de 0,49%, et l'indice des actions B a clôturé à 389 points, en hausse de 0,37%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a baissé de 0,11% à 2313 points, et l'indice des actions B a clôturé à 1269 points, soit une légère baisse de 0,01%. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a terminé en forte baisse de 1,32% jeudi, troisième séance négative d'affilée sur fond de regain du yen et d'inquiétante chute des prix du pétrole. À l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 254 points pour finir à 19 046 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
Les prix du pétrole brut ont atteint leur niveau le plus bas en plusieurs années. Cette chute est liée à l'inquiétude des marchés concernant la production excédentaire mondiale et la diminution soudaine des stocks pétroliers américains. Pour le mois de janvier, le prix de référence américain donné par le West Texas Intermediate a diminué de 35 cents et atteint les 37,16 $ le baril. Cela constitue le niveau le plus bas depuis février 2009. Selon le Bureau américain d'information sur l'énergie, les stocks de pétrole brut ont diminué de 3,6 millions de barils durant la première semaine de décembre, alors qu'une hausse de 252 000 barils était attendue. Cette baisse succède à 10 semaines consécutives de hausse. Les analystes estiment que les marchés de l'énergie restent vulnérables, notamment du fait du parti pris des pays de l'OPEP qui refusent de préserver les prix en réduisant leur production. Aujourd'hui, nous avons assisté à une sorte de rebond des prix du brut qui a été engendré par la baisse des stocks pétroliers. Le problème est que les prévisions étaient 2 fois inférieures au nombre d'aujourd'hui et que cela a ravivé la peur des consommateurs et contribue à l'entretien d'une demande très tiède. La Chine prévoit de lancer un système basique d'enregistrement sur les appels d'offres publics sur les marchés boursiers de Shanghai et de Shenzhen au cours des 2 prochaines années. Une annonce faite mercredi lors d'une réunion régulière du Conseil des affaires d'État, présidée par le Premier ministre Li Keqiang. Le Conseil des affaires d'État attend désormais l'approbation de la proposition venant de l'Assemblée populaire nationale. Alors, quels avantages et changements ce système apportera-t-il au marché boursier chinois? Réponse en images. La Chine prévoit de s'écarter de son actuel système d'agrément vers un système d'enregistrement visant à commercialiser ses marchés boursiers au cours des années à venir. Alors qu'on avance vers la mise en place d'un système d'enregistrement, les entreprises n'auront pas besoin d'approbation administrative, ce qui signifie que les listings seront commercialisés. En vertu de ce système, les entreprises de faible qualité seront poussées vers la sortie des marchés et les bonnes pourront y accéder. La circulation du marché y sera plus rapide que précédemment. La Commission de régulation boursière de Chine est désormais responsable de la révision et de l'approbation des introductions boursières. Les marchés boursiers passeront en révision les documents et décideront des introductions boursières proposées par les entreprises après que le système d'enregistrement soit opérationnel. Avec le système d'enregistrement, les entreprises qui veulent être listées sur les marchés pourront faire leur demande auprès des bourses. Ces bourses vérifieront l'ensemble des documents. S'il n'y a aucune violation ou condition non respectée, alors les entreprises pourront accéder au marché. Avec le système d'enregistrement, c'est au marché de décider si une entreprise a de la valeur. Et les marchés décideront du prix de l'action. Les analystes indiquent que le système d'enregistrement pourrait assouplir le faible approvisionnement des marchés boursiers, de même que certains rapports coûts-bénéfices élevés de petites et moyennes start-up enregistrées. Les analystes s'attendent à ce que la Chine voit une explosion des entreprises inscrites après la mise en place du système d'enregistrement qui devrait avoir un impact à court terme sur le marché. Mais il faudra du temps pour voir ce système contribuer pleinement au développement du marché. La Chine accélère sa réforme des entreprises d'État. Le Conseil des affaires d'État a annoncé mercredi que l'accent sera mis sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des entreprises publiques. Ces entreprises ayant connu un peu plus de 3 années de pertes consécutives, ainsi que celles ayant des capacités de production excessives, seront autorisées à se déclarer en faillite ou à être vendues. Il est attendu que ces mesures permettent l'optimisation de la qualité des actifs d'État et l'amélioration de la performance collective des autres entreprises. Le Conseil d'État prendra d'autres mesures, dont celle d'encourager les innovations, d'améliorer la structure managériale et de faire avancer la réforme de la diversification des titres de propriété. Le chercheur Zhang Xiaochun de l'Académie chinoise de la gouvernance dit que ces mesures sont cruciales pour la croissance des entreprises d'État. La réunion du Conseil d'État a permis de discuter des moyens de surmonter les difficultés que rencontrent les entreprises d'État dans leur développement. Maintenant, il faut réaliser une percée. Les entreprises d'État qui ne respectent pas les standards nationaux de consommation énergétique, de protection environnementale, les normes de qualité et de sécurité et celles qui connaissent des pertes financières chroniques seront fermées. Les innovations des petites et moyennes entreprises privées sont plus adaptées au marché. Concernant les entreprises publiques, c'est un autre problème. Elles jouent un rôle d'appui à l'innovation. Elles devraient mettre en place des plateformes d'innovation pour soutenir la croissance des entreprises privées.
L'industrie du cinéma en Chine rattrape rapidement Hollywood s'agissant de succès au box-office. L'industrie explose, poussant certains cinéastes à regarder au-delà de leurs frontières pour y trouver de nouvelles opportunités. C'est notamment le cas en Australie. Vous ne connaissez peut-être pas l'entreprise Animal Logic basée à Sydney, mais il y a de grandes chances que vous ayez vu son travail. Nous avons évolué dans une entreprise de raconteurs d'histoires. Tout est lié à la création d'histoires de personnes en concevant l'ensemble du processus de début à la fin. Animal Logic a gagné une réputation internationale pour sa production d'effets spéciaux et autres animations. Et c'est cette réputation qui a attiré l'attention des cinéastes chinois. Je pense qu'il y a un grand intérêt dans les films chinois pour accéder aux marchés occidentaux. Ils cherchent des opportunités de collaborer pour briser ces différences culturelles. Et c'est particulièrement vrai dans un pays qui voit son box-office exploser. Au cours des dernières années, le box-office est passé de 20 millions de dollars à 40 millions et le nombre d'écrans de 9 000 à 30 000. Et la tendance va à la hausse. C'est la raison pour laquelle des cinéastes chinois cherchent à accroître leurs résultats au box-office international. Avec les demandes en hausse du public chinois en termes de valeur de production, l'Australie peut fournir ses équipes de très haute qualité ainsi que des équipes d'effets visuels qui ont travaillé sur certains des films les plus avancés. Et il y a bien d'autres avantages à filmer en Australie. Tous ceux qui viennent ici disent « je veux filmer ici » tout simplement parce que c'est magnifique. Il y a également des avantages financiers pour ces équipes à l'étranger qui choisissent de filmer ici, avec des subventions gouvernementales et un dollar australien relativement bas. Le mois dernier, le Festival international du film chinois de Sydney s'est concentré sur réunir les gens des deux pays ensemble pour établir un réseau et collaborer. Avec chance, nous verrons de nouveaux scénarios et de jeunes réalisateurs qui seront désireux de travailler avec les entreprises australiennes. Et ce, afin de produire ce genre de film qui réunit le meilleur des deux pays. Et c'est la fin du monde de l'économie. Retour au plateau principal avec Julie. Merci Jonathan et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur CCTV Français.